Mad Max est de retour, on pensait Verstappen assagi, plus mature que Nenny. Il n'aura fallu qu'un virage et une manœuvre musclée sur Russell pour que le quadruple champion du monde réveille ses vieux démons. Alors, simple erreur ou vraie provocation, sanction juste de la FIA ou pas assez sévère. Retour également sur la victoire de Piastri à Barcelone. Il écrase la concurrence et s'affirme comme le patron de la saison face à Norris impuissant, un Leclerc solide, un Hadjar qui impressionne et un Hülkenberg qui crée la surprise. Enfin, que penser de cette folle rumeur? Christian Horner chez Ferrari, débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1, désormais chaque lundi. Merci infiniment pour votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version podcast audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Il faut donc vous abonner. Allez, avec comme fan du paddock cette semaine, en duplex, notre team principal, ancien patron des écuries McLaren F1 et Lotus, monsieur Eric Boulier. Salut Eric. Salut Olivier, bonjour à tous. En plateau également, il reste le fan numéro 1 de l'élu Lewis Hamilton, mais il continue à supporter son écurie de cœur, monsieur, à savoir Mercedes, monsieur Laurent Pantanage. Salut Laurent. Bonjour tout le monde. Il nous a rejoint exceptionnellement, il n'est pas en duplex de Maranello cette semaine. Notre tifosi numéro 1, le gardien de l'église Ferrari, monsieur Alain Di Duca, alias Don Camille. Bonjour mon père. Buongiorno. Vos prières ont presque été exaucées ce week-end. N'exagérons pas. En duplex, un autre tifosi, on le surnomme Outrun pour sa passion pour Ferrari et la Testarossa. Et ses sorties de piste toujours contrôlées, monsieur Christophe de Grave. Salut Christophe. Salut tout le monde. Et quant à moi, je demeure un supporter numéro 1 de Fernando Alonso, flamboyant ce week-end, on va en parler ensemble. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne Winamax vous offre, en tout cas offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier et pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que c'est un jeu d'argent et qu'il est strictement interdit aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à coup sûr à Winamax qui sponsorise cette émission. Messieurs, Radio check. et on enchaîne avec le débrief du Grand Prix de Barcelone, s'il vous plaît. Avant d'aborder vos top flops et la période en ce moment assez Mad Max, retour sur les résultats de ce week-end, 5e victoire de cette saison d'Oscar Piastri à Barcelone, devant son coéquipier chez McLaren Lando Norris. Au 3e du classement, on retrouve Charles Leclerc sur sa Ferrari, elle est toujours aussi rouge. George Russell se classe 4e sur sa Mercedes devant la fantastique 5e place de Nico Hülkenberg, c'est dur à dire, sur sa Sauber. Hamilton est 6e, le premier français c'est Isaac Hadjar, brillant 7e sur sa Racing Bulls, devant son compatriote Pierre Gasly, 8e sur Alpine. Fernando Alonso se classe 9e devant Max, 10e, qui a été donc pénalisé suite à sa vilaine action sur Russell. On va y revenir dans un instant. On commence en tout cas par vos tops pour ce Grand Prix de Catalogne, les amis, et c'est toi qui commences, Eric. Écoute, moi c'est Piastri, évidemment, qui a fait un week-end encore exceptionnel. Quand même, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, parce qu'il est très, très calme, très concentré, même un peu machine, on va dire, mais un week-end parfait où il construit son week-end et il est là en qualif et il est là en course et il lâche rien. Et même avec des gens comme Max et Norris à ses trousses, il ne fait aucune erreur. Il a dominé les essais libres, tu l'as dit, il a dominé la session 3 notamment, deux sessions sur 3. Il a dominé les qualifs, il lui manque le meilleur tour en course, qui lui a été chopé par Max Verstappen. Un mot, Eric, sur les perfs de McLaren par rapport aux modifications de règlement. On a beaucoup parlé des ailerons notamment. Comme l'a dit, je pense que tout a été dit dans la presse et tout se résume à ce qu'a dit Lewis. C'est beaucoup d'argent, du temps de passer sur un règlement soi-disant pour faire ralentir les McLaren. Et au final, en fait, ça n'a fait rien ralentir du tout. La hiérarchie est toujours la même. Et donc, je pense que voilà, soit il fallait changer vraiment les règles, soit il ne fallait pas faire des petites bricoles comme ça qui ont coûté de l'argent et du temps aux équipes pour rien, quoi. Tu disais à l'instant, Eric, il est vraiment se positionne comme un
comme un dur, un rock très solide à la tête aujourd'hui du championnat du monde, Oscar Piastri. Quid de Lando Norris? Il s'est vraiment montré, messieurs, incapable ce week-end de menacer Piastri durant les qualifs et la course. Il a été relativement impuissant. Oui, Camille. Vas-y, Eric. Vas-y, Eric. Non, mais il y aura toujours. Ils ont la même voiture, donc aujourd'hui, on voit à talent égal, sur un Grand Prix, il y en aura un qui dominera l'autre et vice versa. Un peu à l'époque, tu vois, Lewis, Alonso chez McLaren. Ça va être un coup la pole pour l'un, un coup la pole pour l'autre. En tout cas, je pense que Lando, Monaco lui a fait du bien et on a retrouvé un Lando plus serein à Monaco, en tout cas. À Barcelone, pardon. Il s'est quand même pris, Eric, 2 dixièmes, ce qui est beaucoup à l'échelle de la F1 moderne aujourd'hui. Ouais, mais il a fait des petites erreurs. Il a fait des petites erreurs, il a admis, donc je pense que les deux sont au même niveau, donc ça va être tous les week-ends une compétition et celui qui fera le tour parfait, ce sera celui qui aura la pole. Et c'est à nouveau au départ, donc Camille, qu'il a eu quelques difficultés à nouveau à s'élancer, puisqu'il s'est fait dépasser par Max Verstappen. Oui, c'est toujours un ton en dessous de son coéquipier. Et ça, à mon avis, au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus difficile à gérer pour lui. Voilà. En tout cas, ça va se jouer à rien, comme la période Rosberg-Hamilton, j'ai l'impression. Oui. Et ça risque d'être éreintant et peut-être de favoriser le fait que Max reste près d'eux. Voilà. Eric ? Ouais, non, je pense que alors à sa décharge aussi, il partait du côté sale et à Barcelone, c'est assez gênant. Christophe, si tu veux réagir, n'hésite pas. Laurent, ton top cette semaine? Mon top, c'est Piastri, course parfaite, donc voilà. Mais je me savais tout le montrer. Pour moi, c'est Isaac Hadjar. Parce que je me suis rendu compte que quand on regardait les résultats de ce jeune, au regard de la voiture qu'il a, c'est peut-être celui qui performe le plus. Tu vois, des rookies. Antonelli est devant, mais... Plus qu'Antonelli. Mais Antonelli a une bien meilleure voiture. Sur le papier, en tout cas. Oui, mais moins fiable, apparemment, mais oui. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un écart. Tu vois, il joue pas au même niveau de la grille. Tu vois, on le voit avec Russell, par exemple. Donc, pour moi, il est impressionnant. Il est qualifié 9e. Il fait sa 5e Q3 depuis le début de la saison. Il est 7e en course. Il mène une bataille avec Gasly, magnifique. Qui est magnifique, qui est digne de grands pilotes. Tu vois, c'est propre, c'est relativement propre. Tu vois, il y a pas de, on pourra parler d'autres choses. Il est 5 fois dans le top 10, il a 21 points, il est 9e au championnat. Ouais, super. Et il a même été félicité par Christian Horner qui a dit qu'ils étaient... ça, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Mais il a été félicité en disant qu'il performait... Il savait qu'il était bon, mais qu'il performait même mieux que ce qu'on imaginait. Moi, ma seule recommandation, si je pouvais lui en faire une, tu vois, c'est reste chez RB, quoi. Tu vois, c'est des gentils. Ne va pas chez Red Bull. Voilà, une réaction, messieurs, à la belle perf, encore une fois, depuis le début de la saison, de manière générale, d'Isaac Hadjar. On va y consacrer une émission la semaine prochaine. Donc, pas trop long, les amis. Isaac Hadjar, oui, c'est marrant parce que vous avez tendance à lui lancer des fleurs et moi, je pense tout le contraire du pilote. En fait. Ah bon Ouais, je pense que c'est un excellent pilote, c'est sûr et certain. On n'a pas sa place en F1 si on n'est pas un bon pilote. Mais d'un autre côté, je trouve pas en fait qu'aujourd'hui on est des Français qui survolent, quoi. J'ai pas dit français. Isaac, en fait, non, bien sûr. Je suis pas franchouillard pour un sou. C'est le meilleur rookie, de manière générale. Ouais. Tu préfères Antonelli, toi Tu préfères Antonelli? Oui, tu trouves que les débuts d'Antonelli est plus flamboyant? Ah oui. Oui, c'est plus flamboyant. Il se place. Honnêtement, s'il n'y avait pas les pannes en fait sur sa monoplace, je pense qu'il serait beaucoup plus haut qu'aujourd'hui, tu vois. Et il est plus flamboyant, effectivement. C'est le bon terme, Olivier. En fait, il est plus flamboyant que d'autres rookies, tu vois. Il te donne cette impression que demain, il pourrait battre Verstappen, Norris et McLaren dans son ensemble. Donc, pour moi, ça fait partie de l'élite des pilotes, là où pour d'autres, tu vois qu'ils sont très bons, mais ça doit travailler pour y arriver et il y a peut-être je ne sais pas, cette étincelle de départ en fait qui manque, je trouve. Alors je propose qu'on revienne sur ce débat passionnant avec Guillaume, notamment la semaine prochaine, parce que Guillaume devrait bouillir à t'écouter et je pense qu'Eric aurait beaucoup à dire, mais on va y consacrer une émission la semaine prochaine. Donc Ami, ton top cette semaine? Je dirais que Laurent a tenu compte de la constante progression de Isaac. Moi, c'est vraiment pour la vie du gitan de la Formule 1. Le gitan. Le Nico Hülkenberg, qui en l'espace de, je sais pas moi, il est là depuis 2010, il a déjà fait 9 équipes différentes.
C'est incroyable. La constance du garçon est juste magnifique. 236 courses. Pas de podium, pas de pôle. Enfin, oui, pas de une podium, pôle, ça une pôle. c'est assez Pas de exceptionnel podium, dans l'histoire de voilà. la F1. hein. C'est exceptionnel. Donc, la constance du gars est juste magnifique. Et c'est son, je sais plus, 4e ou 5e meilleur résultat, parce que je crois qu'il a jamais C'est fait le meilleur résultat. le meilleur résultat. 5e au Ouais. classement. Voilà, 5e au classement. Ouais. Voilà. Et tu as dit pas de pôle Non, une pôle. C'est Une pôle, si, une au pôle. Brésil, hein, chez Et Williams. voilà. Pour le Brésil, ouais. Une pôle. Sous la pluie. Mais bon, 0 victoire et tout. Et c'est un très bon pilote, franchement. Mais toujours dans des écuries second qui font ordre. pitié. Disons que son manager, enfin s'il l'est toujours d'ailleurs, qui est Willy Weber, a été moins inspiré que quand il était à l'époque de Schumacher. Quoi. Voilà. L'ancien manager de C'est l'ancien. Ça Ça l'est l'est- plus depuis longtemps. hein. Ah bah Mais, voilà, ok. Willy est parti à la retraite. Mon Il est parti à la retraite. Bah oui. Oui, Ouais. fortune faite. mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est un très bon pilote. Mais alors, les choix d'écurie qu'il a fait, c'est un peu comme Alonso, je suis désolé. Oh C'est non. au mauvais endroit, au mauvais moment. Ouais. Rappelle-moi, qui c'est qui a convaincu Alonso de quitter Ferrari? Oui, bah, c'est bien ce que je viens de dire. Donc, mauvais Non, endroit. mais je dis ça, je dis rien. Non, pas mauvais endroit, mais mauvais moment en l'occurrence. Alors, une fantastique, une remontada, hein, c'est pas d'actualité, mais un petit peu quand même ce week-end, de Hülkenberg ce week-end, Laurent et Christophe. Il s'est lancé la 15e place sur la grille. En un tour, il a gagné un nombre incroyable de places. Hein, 16e place, non? Moi, il m'a vraiment étonné. Il m'a vraiment étonné parce que je m'attendais. En fait, tu vois, en fait, on va en reparler, mais à un moment donné, tu as la Ferrari de Charles qui passe, Max, puis après derrière, en fait, tu as Russell. Et donc, je m'attendais à voir Hamilton arriver, et ben non, pas du tout, en fait. Et c'est un truc de fou de le voir passer Hamilton comme ça. Pour moi, enfin, dans quel monde ça arrive? Ok, il a il y a les dépassé pneus, ok. Hamilton. Les pneus n'étaient pas les mêmes, là, pour le coup, mais bon. Voilà. Non, c'était pas les mêmes, mais bon, un peu d'amour propre, quoi. Enfin, c'est pas possible. tu peux pas te faire passer par une voiture verte quand t'es en rouge, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, surtout, oui. Surtout Sauf si quand c'est on une sait Aston qui Martin. dirige les. Oh, bah oui, mais enfin, là, quand on sait qui dirige les Verts de Hülkenberg, Mattia Binotto. ex-Mattia Binotto, L'ancien patron de Ferrari. oui, c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. 5 places de gagné donc au premier tour, hein, ça m'a rappelé les grandes heures d'Alonso à Barcelone il y a quelques années. Hein, il avait fait aussi bien. Et puis tu le disais à l'instant, Christophe, c'est la revanche, du moins les premiers effets de l'arrivée de Mattia Binotto, Laurent. Ouais, Le nouveau patron de Sauber, le Oui, CEO de je Sauber. suis incapable de te dire si c'est les effets, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ne mettaient pas un copec sur Sauber en début de saison. Ah oui, grosse Et- cote. Hein. Ouais, exactement. Et le résultat est plutôt surprenant. Après, Il y a quand même quelqu'un qui a mis. C'est toi qui avais mis Albon sur le podium. On va se calmer là. On va se Bon, calmer. alors, grosse cote aussi, hein, ce c'est pas week-end. fair play là, c'est pas fair play ce que tu fais. On a les archives. C'est en tout cas une bonne nouvelle, Eric, par rapport à l'arrivée d'Audi, qui officiellement arrive l'année prochaine. Et l'écurie Sauber s'appellera donc Audi l'année prochaine. Oui. Alors, c'est bien Je sens d'avoir un perplexe, hein, retour quand de- même. Non, mais c'est un retour de constructeur, effectivement. Alors, c'est difficile de jauger. En général, les constructeurs, si tu veux, n'ont pas forcément la bonne approche. En tout cas, j'espère qu'ils vont éviter les erreurs qui ont été commises dans les années 2000 par BMW, Toyota et autres. Déjà, c'est Sauber, hein, BMW. Hein. Ouais, déjà, c'est le même modèle. Hein. BMW faisait son moteur à Munich, Audi fait son moteur à Ingolstadt ou à côté, en tout cas. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas recommettre les mêmes erreurs. Quoi. Voilà. En tout cas, Mattia Binotto semble être le bon CEO, puisque les effets sont là. Hein. Il fallait remonter à Fred Vasseur et sa période chez Alfa Romeo Sauber à l'époque pour revoir une Sauber scorée à ce point-là. Un petit mot quand même avec Christophe. Quel est ton top cette semaine, sans surprise? Alors, mon top, c'est Charles, parce que je trouve qu'il a été fantastique sur ce Grand Prix. Fantastique. Il a été hyper constant. Ouais, il a été hyper constant. Il a accepté en fait la stratégie de ne pas utiliser des softs et de ne pas repartir une seconde fois pour les qualifications pour garder des pneus soft, et ce qui lui a servi en fin de course. Donc, Médium. et puis là où des softs. Hein. Enfin, médium. Et là où des enfin, il est en médium. Il était bien. Ok, d'accord. Je crois. Et là J'ai où bêtise, mais- là où des portes se sont ouvertes, comme l'erreur énorme de qu'il a Max raison. Verstappen en fait sur le vibreur. Partons du principe que j'ai toujours raison, mais je relève pas. Ouais. Euh, Il est modeste.
Par-dessus tout. Par-dessus tout. Attends, je suis chez Ferrari quand même. Enfin, Ouais, voilà. Derrière, tu as raison. Le cheval est toujours cabré. Il est en non, forme. mais ce que je voulais dire, c'est que Charles a vu la possibilité de dépasser Max Verstappen juste après cette erreur de glisse sur les vibreurs. Il y a été, en fait, il a défendu, alors que Max voulait, enfin on en reparlera, mais Max voulait l'envoyer sur la partie du circuit où tu as les morceaux de pneus. Il a quand même, il a été radical, en fait. Il a surperformé, parce qu'on est d'accord aujourd'hui que malheureusement la Ferrari ne peut pas jouer normalement à la 3e place, mais il a surperformé et j'ai adoré, franchement. Il m'a régalé. En tout cas, il a fait un superbe départ. Il est passé de la 7e à la 4e place assez rapidement. Ça a quand même été un petit peu chaud, donc Camille, avec son coéquipier Lewis Hamilton, qui était étonnamment bien moins fringant que son jeune coéquipier, hein, alors qu'il partait devant. Hein. Ouais, c'est un petit peu décevant. Là, pour le coup, je me dis, bon, Barcelone, circuit que Lewis adore, il va être bon, par cœur, etc. Le nombre de victoires qu'il a eu plaide pour ça. Eh ben non, ça a très bien été, je trouve, dans les qualifs, et même un peu avant. Mais en course, non, pas du tout. Et même mieux, il y a un moment où je me dis, mais pourquoi de nouveau le mur attend-il aussi longtemps pour laisser passer Charles, qui était nettement plus rapide que Lewis. Donc voilà. Et pour corroborer aussi ce que tu viens de dire, Christophe, c'est que sur le premier train de médium, il était dans la cadence des premiers, réellement, pendant grosso modo une bonne quinzaine de tours, un peu plus. Donc voilà, maintenant, il faut quand même reconnaître que Ferrari n'y est pas encore. Ouais, c'était assez tendu, hein, Eric, avec à la radio entre Leclerc et le Muret pour qu'on le laisse passer. On sent qu'il y a quand même des difficultés de la part du Muret italien de donner l'ordre à sa star, à l'élu, de laisser passer son jeune coéquipier. C'était prévisible et on l'avait prévu d'ailleurs dans cette émission il y a quelques mois. Hein, donc c'est clair que ça va être très compliqué. Aujourd'hui, tu vois, chez McLaren, ils ont une paire déjà différente, même si chacun a ses égaux, mais la voiture, elle est capable de jouer la gagne, donc là, il n'y a pas d'excuse. Que là, chez Ferrari, forcément, avec deux grandes stars aux égaux démesurés, avec une voiture qui ne marche pas forcément, ou en tout cas qui a l'air assez rétive, puisqu'elle marchait plutôt bien, a priori. Enfin, il était content d'elle, Lewis, en qualif, effectivement, mais il n'était pas du tout content en course. Et donc, quand il y a des changements de stratégie comme ça, effectivement, ça a tendance à mordiller un peu, comme on dit. Le problème, Laurent, c'est toujours les qualifs chez Ferrari. Ouais. Alors normalement la voiture est plutôt bonne en course. Tu vois, j'ai fait une meilleure course. Meilleure course que elle se qualifie. Ce qui n'a pas toujours été, le cas. Hein. Et donc Hamilton s'est qualifié 5e, Leclerc 7e. Avec Alain, on a eu tous les deux ce sentiment de se dire peut-être qu'Hamilton a débloqué quelque chose. Tu vois, le fait de se qualifier devant Leclerc, peut-être que... et en fait, non, finalement, il a fait une course assez... ça me fait mal de le dire, hein, une course assez terne. Et ton chouchou, on l'a vu en fin de Grand Prix, il était, encore une fois, très abattu, les épaules basses, gardant le cas, s'adressant à personne, en conférence de presse, disant j'ai vécu une très mauvaise journée. Enfin, on le sent un petit peu perdu. Hein. Ça peut varier. Hein. On l'a vu après sa victoire lors de la course sprint qu'il était au top à ce moment-là. Donc, mais on le sent un petit peu atteint. Hein. Ouais, je pense que les pilotes ont souffert. Hein. Quand tu regardais même Piastri qui sortait de sa voiture, tu sentais que les gars, ils sortaient pas, ils n'étaient pas les bords des coups au bar. Hein, tu vois, ils s'étaient donnés quand même. Mais bon, ouais, c'est. Je crois que Lewis, c'est encore quelque chose de plus, c'est qu'il reçoit des claques de la part de Charles à tous les Grands Prix. Ouais. Et c'est des claques, hein, c'est pas je termine à 3 secondes. Quoi. Ouais. Les écarts sont énormes. Regarde à Monaco, il demandait à combien il était à 45 secondes. Voilà. Tu sentais qu'il le vivait comme autant de coups de couteau, chaque seconde était un coup de couteau. Quoi. Et puis ici, tu as vu, hein, Charles le dépasse et pof, il part. Il n'y a rien à faire, quoi. Que ce soit en médium, que ce soit en slick, en slick, qu'est-ce que je dis ? En soft. Voilà, donc je crois que oui, il doit y avoir maintenant une question de motivation chez Lewis, il y a un problème. Il y a quelque chose aussi, qui est un petit message qu'il a passé qui est assez étonnant, c'est à la fin de la course, il a dit comme d'habitude, ils ne vont rien trouver, c'est donc moi qui ne suis pas assez bon. Là, on sent qu'il y a quand même, ça commence à se craquer légèrement quand même entre lui et l'équipe. Hein. Ouais, effectivement. C'est un peu bizarre comme on remarque. Ou alors elle a été mal traduite, hein, mais c'est un peu bizarre comme on remarque. Mais enfin, d'un autre côté, il ne doit s'en vouloir qu'à lui-même, quand même, parce que
c'est tous les Grands Prix, Charles est meilleur que lui. Tous les Grands Prix, il n'y a pas d'exception. Oui, mais moi, Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Moi, j'ai Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais moi j'ai écouté le plus sachant d'entre nous dire c'est très très dur d'arriver dans une équipe où la voiture, tu veux dire. je parlais de, je sais pas, Éric Boulier, mais C'est sûr que- qui disait c'est très dur d'arriver dans une écurie où la voiture elle est faite pour quelqu'un. Donc on le dit pour Max, mais Éric avait dit attention, il y a beaucoup d'autres écuries où ça existe, et aujourd'hui la Ferrari elle est plutôt faite pour Charles plutôt que pour Lewis. Good job. Solid. Very solid. Tout à fait vrai. Allez, on enchaîne avec mon top. C'est pour une fois la stratégie de Red Bull, ne souriez pas. J'ai trouvé la stratégie très agressive de Red Bull vraiment brillante, encore une fois. Hein. Vous le savez, c'est pas mon écurie de cœur, mais une nouvelle fois, elle a brillé durant la course en pariant sur 3 arrêts. C'était pour moi la seule manière de faire de l'ombre à McLaren. Elle a osé, ce que n'a pas forcément fait d'autres écuries. L'écurie visait le podium, voire une seconde place. Un beau pari qui ne s'est pas avéré payant. Dommage que la voiture de sécurité et l'attitude de Max rebattent les cartes en fin de course et que ça n'ait pas payé ce week-end. Laurent. Je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est d'autant plus intéressant de voir la panique générée par le 3e arrêt chez McLaren. Ouais. Et que les gars, ils étaient, mais je trouve que c'est plaisant à voir de te dire, les gars, je pense, ils imaginaient pas que presque ça puisse se faire. Et quand tu vois ça, tu dis, c'est génial, quoi. Parce qu'en fait, je trouve qu'on manque de stratégie audacieuse. Tu vois, aujourd'hui, avec le système, tu vois, moi, je pense qu'il faudrait que dans les stands, on perde moins de temps, on puisse réaccélérer plus vite. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose, tu vois, il faudrait pas que ce soit aussi pénalisant pour qu'il y ait plus de stratégie qui se joue. Oui, Christophe. Laurent, c'est quand même marrant ce que tu dis, parce que quand tu entends la radio de McLaren, c'est plutôt ah regarde, il va être sur une stratégie à 3 arrêts, on est super content de notre stratégie, tu vois. Oui, Donc mais a priori pas du tout surpris, plutôt même content de la stratégie appliquée chez McLaren. ouais. Est-ce que Alors, vraiment tu penses moi, qu'ils ont Moi, été quand surpris je dis une de phrase, toute moi, façon si tu veux, ce genre de phrase, C'était un c'est calme ce qui de m'a passage. justement fait dire qu'ils étaient en PLS. Tu vois ce que je... Et d'ailleurs, à la fin, Ouais, je dès sais pas. l'interview, la première chose qu'on pose comme question, je sais plus si c'est à Lando ou à Oscar, il dit oui, on a été un peu surpris, on a quand même reprocessé le fait qu'il tente un 3 arrêts. Donc tu vois, c'est facile de dire cette phrase. Je pense qu'à la radio, tu dis cette belle phrase en disant oh super, ça veut dire qu'on a fait la bonne stratégie, on a gagné. En fait, c'est en train de dire merde, mais on n'est pas du tout envisagé ce cas-là. Comment on le passe? C'est pour ça que moi, je mets un point de plus sur mon point de vue là-dessus, tu vois, en disant c'est ça qui me fait dire qu'ils ont. Eric. C'est aussi la limite des simulateurs aussi. Hein. C'est-à-dire que chez McLaren, on faisait une petite course le samedi soir en fait sur ordinateur. En fait, c'était donc chaque voiture était pilotée, on va dire, par quelqu'un. Pour justement, l'ordinateur lui il a un modèle parfait. Et même avec l'IA ou ce que vous voulez, c'est quand même très compliqué. Donc souvent, il arrivait que 2 arrêts ou 3 arrêts, allez, à quelques secondes près, c'était la même chose, mais c'était sur un modèle parfait. Or, la course n'était pas parfaite parce qu'il y a des dépassements, il y a des choses qu'on ne peut pas prédire. Et donc, c'est là où je pense que McLaren s'est dit, oulala, avec ce qui s'est passé au départ, il était 2e au virage 1, plus un safety car et autres, ils se sont dit peut-être que la 3 arrêts pourrait nous désavantager. Voilà. Je pense que c'est juste sur ce Eric sujet-là. aussi la puissance de l'undercut, c'est un truc de malade voilà. en Espagne, quoi. Oui, parce que c'est C'est un truc de fou. Je ne sais pas si ça peut être anticipé à ce point, mais. Bah, ça l'est, mais normalement, ils arrivent à anticiper. Il y a des cas où ça ne le fait pas. La dégradation était beaucoup plus importante que prévu, je pense. C'est pour ça qu'on voit Hülkenberg à la fin qui cartonne, alors que voilà. Allez, on a pas. Je rajoute encore un truc. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on constate quand même que c'est une écurie qui sait maximiser ce qu'elle a. Il n'y a pas que Max dedans. Il y a Max vraiment... et les stratèges. Ouais, les stratèges. Et vendredi est moins bien que samedi, qui est moins bien que dimanche. Et c'est toujours comme ça chez Red Bull. C'est des gens qui vraiment étudient très bien. Ils processent vachement. Ouais. Ouais, et là, pour le coup, c'est exactement aussi ce que tu dis, Christophe. C'est un circuit où on sait que l'undercut est bon. Eh ben, ils le font, ils y vont. Voilà. Je ne battrai pas un McLaren à la régulière. Il faut que je trouve quelque chose, ils le font. Allez, très fort. On reste sur Red Bull avec ton flop, Eric. Mad Max is back. Ouais, alors moi je ne dirais pas jusqu'à dire Mad Max, mais c'est clair qu'il faut qu'il se rappelle qu'il est quand même une superstar et qu'il il est quand même un exemple pour beaucoup de gens. Et j'inclus mon fils dedans, donc
Donc voilà, donc il faut pas. C'est vrai que d'aller vouloir taper Russell, j'ai trouvé ça assez mal placé, voire même presque dangereux. Voilà. On rappelle les faits, peut-être, Laurent. Il y a d'abord une touchette, tu l'as dit, avec Leclerc. Hein. Je suis Ouais, pas mais sûr moi, que Leclerc soit vraiment responsable de la touchette. Je pense pas que. Moi, je pense pas Que Max Ah soit bon, responsable de la touchette. D'accord. Et puis, il a reçu étonnamment l'ordre de son muret, c'est ça? Juste pour remettre les choses dans les faits, en fait, ce qui se passe, c'est voiture de sécurité. Moi, pour le coup, j'ai pas compris la stratégie de Red Bull à ce moment-là. Moi, je l'aurais laissé en soft. Il n'en avait plus. Non, je l'aurais laissé en soft. Ah, le laisser en soft. Le laisser en soft. Il restait Donc, il 10 demande de tours. rentrer, Il demande de à rentrer. l'instar de toutes les autres écuries. Ouais, ils ont plus que des hards. Ouais. Donc, il lui met des hards. Il sort, il dit pourquoi vous m'avez mis des hards. Donc, déjà, il est pas bien. Alors qu'il était bien sur les sols. Ça l'a truc. profondément Donc, énervé. Hein. Non, mais tu sens qu'il reprend la voiture. La voiture, il n'arrive pas à l'échauffer aussi vite que les autres. Et au moment de la reprise, juste avant la ligne droite, il se fait un travers, il rattrape la voiture in extremis. Incroyable. Ah ouais, in extremis. Donc il est pas bien. Et là, donc derrière, qui lui colle au derrière, tu as Leclerc. Dans son inspiration. Ouais, qui se dit, c'est l'opportunité. Et donc Leclerc essaye de le dépasser, sauf qu'il le dit d'ailleurs, j'ai essayé de reprendre le slipstream. Donc il a essayé de revenir, parce que l'autre gardait sa trajectoire, qui était la trajectoire normale, Max. Et Charles est en train de pourrir ses pneus avec toute le côté sale de la partie droite de la ligne droite du départ. Donc, en fait, il a essayé de se rapprocher en disant il va me laisser la truc. Et ils se sont effleurés, tu vois, sauf qu'ils sont à 250 quoi, ou 300. Donc oui, donc là, il s'est passé ça. Et déjà, premier fait d'armes. Et derrière, il y a Russell qui est en embuscade, Mercedes, qui est en embuscade, qui se porte à sa hauteur, qui est bien. Et là, il y a 2-3 passages qui sont problématiques. Il se porte à sa hauteur, il se touche, il se sortouille. Il sort déjà, il prend la voie de dégagement. Donc là, l'écurie lui dit rends la position. Prends la position. Et on le voit ralentir. Et étonnamment, au moment où il ralentit, il ferme la porte à la Russell et le percute. Ouais. Non, il la ferme pas. Il lui rentre dedans, quoi. Il lui rentre dedans, Il lui rentre dedans parce qu'en plus, je sais pas pourquoi il ralentit en fait, parce que Russell le passe vraiment facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui, je sais pas si c'est passé. L'écurie lui a dit de laisser passer. Ouais, l'écurie lui dit de laisser passer. D'accord. Voilà. J'ai loupé ça. Ouais, sans raison a priori. Max fait un coup de karting, quoi. En karting, c'est où tu rentres par derrière, ou bien tu fais un coup de roue. Et il a fait un coup de roue. Il est retombé 10 ans en arrière. On avait l'impression, à l'instar de ce que nous disaient les commentateurs de Canal, qu'il avait tellement voulu anticiper, j'essaie de trouver des raisons, logique, l'accélération de Norris et vraiment se coller dans le derrière, à l'aspiration pour pouvoir le dépasser tout de suite derrière, qu'il a tellement anticipé ce mouvement que finalement il s'est loupé. Est-ce que c'est pas un loupé, tout simplement, Eric ? Je sais pas. Écoute, en tout cas, si c'était loupé, il l'aurait dit, comme on dit. Il l'aurait admis. Jamais de la vie. Je ne crois pas, non. Moi, je crois qu'il était... il le laisse passer. Il le laisse passer, puis il jette sa voiture dans le virage en se disant, comme disait Alain, comme en karting, il va le bloquer à l'extérieur et il garde sa position. C'est ça. Bien sûr, c'est une tentative en fait de coup et blessure volontaire. C'est le gars en fait qui a utilisé sa voiture comme marteau. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser en fait? C'est tout simplement quand tu prends 2 enfants et que les 2 enfants sont en train de parler, de négocier, et qu'à un moment donné, en fait, les paroles ne suffisent plus, ils passent à l'acte, ils passent à la violence, en fait. Et ça, c'est le non-aboutissement de la négociation. Il ne pouvait plus rien faire, il n'avait pas le talent pour aller plus loin, il n'avait pas la voiture pour aller plus loin, il a été violent. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut arrêter de lui trouver des excuses, en fait. C'est ce qu'il a fait est horrible. Vraiment, c'est horrible. C'est la course. N'exagérons pas. D'abord, il ne sait pas y avoir mort d'homme avec un truc pareil, c'est pas vrai. Ça, c'est un. Et en plus, Max est très précis. Il lui rentre juste dans la roue, quoi. Comme la Schumacher, ils ont un certain talent. Dans les courses de karting, tu as ça tous les week-ends. Alors, le deuxième truc, moi, je crois qu'il était frustré d'avoir tellement bien roulé jusqu'à la safety car. Premier truc, bam, on lui met des pneus qui sont du béton. Premier niveau de frustration. Et puis après, boum, et voilà, c'est un enchaînement de frustration qui fait que, oui, là, il a pété un plomb. Il ne devait pas le faire. On est bien d'accord. La pénalité, elle est méritée. Maintenant, il s'est excusé aujourd'hui. Ouais, point, quoi. On va y revenir. En tout cas, la FIA... Non, mais là aussi, il s'excuse, mais enfin, si tu veux que ce soit un sujet qu'on traite juste après, en fait, Olivier, pas de problème. Non, vas-y, continue. En fait, il s'excuse, mais c'est post
une déclaration de Rosberg qui a fait un appel public à ce qu'on mette un black flag sur le GP pour Max, pour dire il faut en faire un exemple. En fait, il faut arrêter. Oui, c'est ça, un drapeau noir en fait, et qu'on l'exclue en fait post-course, qu'on l'exclue en fait de cette course, et qu'on lui retire même le point qu'il a eu, mais pas pour le point, juste pour en faire un exemple en fait. Moi, je suis absolument d'accord en fait avec ce que Eric vient de dire, à savoir que Max en fait et Red Bull en particulier, c'est une écurie qui est extrêmement liée à la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est l'exemple qu'on donne, en fait. Enfin, attends, ouais. c'est un truc de fou, quoi. Il a effectivement refusé de répondre à la plupart des médias, et je crois qu'il a accordé qu'une seule interview, c'était à Sky, et la journaliste essayait quand même de lui faire comprendre qu'il y avait un devoir d'exemplarité et que ça ternissait un petit peu son image, ce mouvement, et on ne le sentait pas du tout. Il a gardé son calme, hein, il a juste répondu ah bon, vous trouvez, je ne partage pas votre avis, et ça n'a pas été plus loin. Donc il était assez fermé. Effectivement, il a, Breaking News, fait une déclaration sur Instagram ce jour, je la cite, nous avions une stratégie excitante et une bonne course à Barcelone jusqu'à l'intervention de la voiture de sécurité. Notre choix de pneus pour la fin de course et certaines manœuvres après la relance ont alimenté ma frustration, menant à un geste qui n'était pas correct et n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, mea culpa. Je donne toujours tout pour l'équipe et les émotions peuvent parfois prendre le dessus. On gagne ensemble, on perd ensemble. Rendez-vous à Montréal. Oui, Laurent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la FIA a pris ses responsabilités pour une fois et très rapidement. Bien. Ouais, très bien. Ouais, c'est vrai. Juste, ce qui est là où c'est intéressant, c'est que ça se passe avec Russell. Et que Max et Russell, il y a quand même un passif énorme. Je veux dire, c'est peut-être les deux pilotes aujourd'hui sur la grille où il y a, à ce niveau, où il y a le plus de tension. Tu vois, il y a plus de tension entre Max et Russell, même qu'il y en a avec Lando, pourtant, où ils se sont battus pour des places. Contre Hamilton et Alonso. Non, mais même ou avec Hamilton, avec le passif qu'il y a eu, tu vois, avec Abu Dhabi, tout ça. Donc là, aujourd'hui, ils se sont passés deux fois à en venir aux mains. Et Max a même dit un jour, parce qu'il s'avait été touché, il avait fait un petit trou dans le ponton, et il lui avait dit, t'inquiète pas, je me souviendrai de toi. La prochaine fois, je t'envoie dans le... tu vois. Donc il y a ce passif. D'ailleurs, on blaguait en disant qu'ils partiraient pas en vacances ensemble. Il y a cette partie. Après, moi, je mets ça. Alors, j'entends tout ce que dit Christophe, et il a raison. Et j'entends ce que dit, pareil, je suis d'accord avec ce que dit Eric. C'est-à-dire qu'il y a une part d'exemplarité. En même temps, on a une course, c'est le seul qui a fait une course qui, moi, m'a intéressé. Tout le reste était quand même un peu barbant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas dire qu'il faut que ça castagne pour que ce soit intéressant. Ça reste un sport un peu viril, ça reste un sport un peu tu vois, où il y a des tensions. Voilà. C'est pour ça que je suis un poil plus tolérant là-dessus. En tout cas, donc on l'a dit, la FIA a réagi au quart de tour. Pour une fois, 10 secondes de pénalité infligée dans le dernier tour. Et surprise, tu le disais en préambule, la décision des commissaires note que Max n'avait pas à rendre la place sur Russell. Ils n'ont pas trouvé sa sortie de piste litigieuse, tout cela. Pour ça, c'est vraiment regrettable. Au-delà, il prend 3 points de suspension supplémentaires sur sa super licence, qui était déjà pas mal dégarnie, ce qui porte à 11 points de points de pénalité. Il a 1 point de la suspension d'un Grand Prix. Est-ce que tu estimes que ce n'est pas suffisant, Christophe? Tu voudrais plus? Tu voulais un drapeau noir pour le prochain Grand Prix? Moi, je voulais un drapeau noir, c'est une certitude, parce que, encore une fois, c'est pas pour le point en moins, tu vois, pour Red Bull. Je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Mais par contre, ça aurait montré en fait que la FIA était contre ce genre d'actes antisportifs. Et c'est vraiment, pour moi, hyper important. Encore une fois, moi, ça m'énerve, en fait. Ça me fait bouillir, en fait, ce genre de comportement. D'autant plus de la part de Max, qui te donne tous les indices depuis des années comme quoi ce genre de comportement va avoir lieu avec lui. Les autres pilotes te le disent depuis des années que si on veut dépasser Max, en fait, on sait qu'on peut se faire sortir à tout moment, etc. Mais c'est pas anodin, en fait. On le dit pas avec Charles, on le dit pas avec Russell, en fait. On le dit avec Max parce que tout simplement, en fait, il est capable d'aller jusqu'au bout et de mettre l'autre dans le muret, en fait. Et donc, en fait, il faut pas laisser passer ça, en fait. C'est comme laisser passer, pour un joueur de tennis, le fait qu'il jette sa raquette à la figure de l'autre. Tu ne peux pas laisser passer ça, il doit être disqualifié du tournoi. Vraiment. Ouais. C'est un truc de dingue, en fait, qui s'est passé. Il est à 1 point de la suspension d'un Grand Prix. Il lui reste 2 Grands Prix avant de retrouver quelques points pour se mettre à l'abri. Il va être
très observé, notamment au Canada, dans 15 jours. Hein. Surtout que le Canada, c'est souvent très chaud. Donc oui, ça va être marrant. Voilà, moi je trouve qu'il a pris assez. Je suis d'accord avec Laurent. Je suis d'accord avec Eric aussi de dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais je trouve que la sanction est suffisante, il a assez pris. C'est tout. Et je comprends sa frustration. Voilà. Mais ça ne l'excuse en rien. Non, exactement. C'est exactement ce qui a été dit. Ouais. En tout cas, il sera dans l'œil du viseur la semaine prochaine de la FIA. Nul doute qu'on ne va rien lui laisser passer la semaine prochaine et qu'il ne pourra pas jouer des épaules comme il a pu le faire dans le passé. Il y a d'autres grands pilotes qui l'ont fait également. Un certain Ayrton Senna ou plus récemment Michael Schumacher. Donc, Ami, ton flop cette semaine. Allez. C'est un flop de déception. Voilà. Moi, j'avais misé depuis le Grand Prix de Monza l'année dernière sur Colapinto. Et là, j'avoue que c'est grosse déception. Il n'est pas meilleur que notre ami Douane, que du contraire. Il ferait mieux aussi de plus s'occuper de ce qu'il a à faire plutôt que d'être sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, il récolte peut-être ce qu'il est en train de semer. Et je suis déçu. Voilà. Juste déçu dans les jeunes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 2 qui sortent du lot. C'est Hadjar et c'est Kimi. Les autres, je suis pas... Olivier Biermann est pas mal quand même. Pas mal, mais enfin, c'est pas non plus... voilà, j'aime bien Biermann, hein, mais... Il n'a pas la voiture, par contre, lui. Hein, mais Colapinto, oui, grosse déception. Voilà. Qualifié 19e à 3e de Gasly, 15e en course, il semblerait qu'on ait fait le choix chez Alpine de pilotes payants. Ils ont des cours, ils voulaient le deuxième baquet, pas de problème, dit Flavio. Tout à fait. Eric, il y a quelques rumeurs qui commencent à bruisser sur déjà des remplaçants potentiels. Oui, parce que quitte à prendre un pilote payant, autant essayer d'en trouver un meilleur. Et un plus riche, encore. Peut-être plus riche, je ne sais pas, mais déjà, je ne sais pas comment Colapinto a fait pour lever autant d'argent en Argentine, parce que c'est quand même très compliqué. Bon, ça, ce sont les affaires de Flavio. Mais oui, les rumeurs que Pérez pourrait revenir chez Alpine, même si je ne comprendrais pas forcément la stratégie de carrière de faire ça, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, oui, je pense que là, ça tourne en rond un peu et que l'argent est plutôt le nerf de la guerre que le sportif, malheureusement. On enchaîne avec Christophe, avec ton flop, Christophe. Donc, en fait, moi, j'ai un flop qui est un gentil flop, qui est Aston Martin, qui est une écurie qui devrait normalement jouer la 4e écurie ou la 5e écurie du plateau. Et c'est pas du tout ça qui se passe, en fait. Tu vois, si tu prends, en fait, le score général, le classement général des pilotes, t'as pas un seul pilote d'Aston Martin, que ce soit Stroll ou Alonso, qui sont dans le top 10. Ils sont plutôt même en bas de plateau, en bas de grille. Et ça fait super mal pour Aston Martin, qui pourtant injecte de l'argent à n'en plus finir. C'est vraiment dingue. Et en plus de ça, tu vois, il y a le genre de choses qui viennent de se passer ce week-end, en fait, qui est le fait de ne pas avoir présenté une voiture. Alors oui, c'est parce que ton pilote a mal au poignet, ton pilote ne sait pas conduire pour X ou Y raison, mais pour moi, ça doit être anticipé. Ça fait des semaines qu'il en parle. Donc en fait, si tu anticipes ça, du coup, tu mets quelqu'un d'autre aux essais, et du coup, ce pilote-là, tu peux le faire participer, et tu peux peut-être rêver d'aller chercher un point avec le pilote en question. Et puis surtout, tu fais rouler des rookies, en fait, qui demain peuvent éventuellement te prouver qu'ils ont leur place à prendre dans l'écurie, tu vois, comme Berman. Le problème, c'est que... Oui, t'oublies simplement que Lance est le fils de Lawrence. Donc bien sûr. Ça prouve aussi, tu vois, qu'il y a ça marche. Bon, on connaît tous le caractère assez compliqué du père et du fils aussi on va dire par dérivation, mais ça prouve que tu vois que le gamin qui a mal à la main depuis des semaines, ça veut dire que les kinés ou les coachs qu'ils ont tous, et ils en ont sûrement plusieurs chez Aston, il n'y en a pas un qui a les couilles de le dire non, il ne faudrait pas qu'il roule parce qu'il faudrait qu'il se remette en congé. Et tant que Lance dit, moi je roule et je m'en fous, personne ne va contrecarrer ça. Et aujourd'hui, tu vois, il loupe la course de Barcelone, comme tu dis, mais je pense pas qu'il aurait fait un résultat exceptionnel. Mais effectivement, il aurait pu donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de le faire, en tout cas. Et c'est là où le bas blesse, c'est que c'est une écurie qui est quand même c'est tout passe par les mains de Stroll et Strolls d'ailleurs les deux, si on met un S. Et ils font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Heureusement, il y a Fernando quand même, qui a terminé à une brillante 9e place à domicile. Il faut le souligner. Et puis, moi, je suis persuadé que l'effet Adrien Newey va jouer. Il a compris un truc. Voilà. Donc, rendez-vous l'année prochaine. Et rendez-vous avant la fin de la saison. Moi, j'annonce un podium de Fernando d'ici la fin de la saison.
Voilà, c'est enregistré, on sortira les archives. De mon côté, mon flop, c'est après Aston Martin, c'est le même moteur, mais c'est Mercedes. Encore des problèmes de fiabilité pour Mercedes ce week-end. Après celle de Russell en qualification à Monaco, et l'abandon d'Alonso en course la semaine dernière à Monaco également sur casse moteur. C'est au tour d'Antonelli de subir les affres de la fiabilité. Hein. Ça fait beaucoup de problèmes. Sans parler de l'abandon déjà d'Antonelli à Imola suite à des problèmes d'accélérateur. Alors que tout le monde annonce que Mercedes est l'écurie la plus puissante et la plus fiable du plateau, du moins le moteur, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Alpine l'année prochaine. Hein. Ouais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que pendant longtemps, et on l'a déjà dit dans les précédentes émissions, hein, pendant longtemps, le moteur Mercedes était un des moteurs effectivement le plus fiable. Hein, c'est-à-dire même, il y avait, je ne sais plus qui avait réussi de ne pas avoir à rester et dans dans le nombre de moteurs qu'ils avaient et de ne pas en casser. Donc, ce qui est incroyable. Et là, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Quoi. Ouais, je pense qu'il faut relativiser. Enfin, j'imagine, ça reste un business quelque part. Ce sont des moteurs extrêmement complexes et avec beaucoup de pièces. Et dans 6 mois, ces moteurs-là n'existeront plus. Et je pense que c'est comme pour une écurie châssis. L'attention est déjà portée sur le moteur de 2026. Donc déjà, on va dire, le servicing est réduit à son minimum. Et c'est pas comme avant où on va stocker 50 turbos et là, on commence à vider les stocks, entre guillemets. Alors, c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais je pense que c'est ce qui se passe. C'est que voilà, ils sont en train de tout réduire petit à petit, et du coup peut-être qu'il y a des petites choses qui passent à travers, qui ne l'auraient pas, en tout cas qui ne seraient pas passées à travers auparavant. Okay. Mais je pense que c'est simplement peut-être le niveau d'attention est plus tourné vers 26, parce qu'ils savent que pour Mercedes surtout, en plus que les autres, c'est extrêmement important parce qu'ils veulent refaire le coup de 2014. Donc, ils veulent reprendre un avantage conséquent sur la concurrence dès l'année prochaine, et ça leur permettra d'être de nouveau champions du monde plusieurs fois. Allez, bilan de ce Grand Prix de Barcelone. Moi, je veux bien dire mon flop. Ah, tu n'as pas donné ton flop? Non. Autant pour moi, excuse-moi. Je veux bien dire mon flop. J'ai oublié Christophe aussi, je crois, non? Ah non, Christophe l'a donné. Mon flop, il va être rapide, c'est Lawson. Ah, autant pour en moi. fait, j'avais choisi 2 rookies dans le top et le flop. Et pourquoi Lawson? Parce que je trouve que pour le coup, à l'inverse, c'est celui qui est non pas le moins bon, mais c'est celui qui est le plus brouillon. C'est-à-dire, c'est celui que tu parlais tout à l'heure de Biermann. Biermann, c'est un bon combattant, même s'il s'est pris une main levée de la part de Max Verstappen hier. Celui où dès qu'il y a à un moment donné un dépassement ou quelque chose qui se passe, il y a un risque. Et regarde combien de fois Alonso et Lawson se sont tourchés. Donc dans cette zone du bas de tableau, voire midfield, parce que tu vois, il a fini, je ne veux pas dire de bêtises, mais il a fini 11e. Hein. Donc, tu vois, c'est celui qui est pour moi le plus brouillon des rookies, et c'est celui qui peut potentiellement poser le plus de problèmes et causer la perte d'autres des voitures de sécurité, par exemple. Sortir des voitures de sécurité, non, mais faire que d'autres abandonnent à cause de lui, voilà. Ouais. Ça, depuis le début. Il a fallu qu'il se regarde Albon, il est rentré dans au moins 3 ou 4 voitures. Ouais. Quoi. Ouais, et quand tu dis brouillon, je trouve que le terme est juste. Ouais, c'est ça. C'est agressif brouillon. Hein, ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agressivité. C'est un rookie, donc je dis brouillon, tu vois. Voilà. Allez, un point sur le classement des pilotes et un bilan de ce Grand Prix de Barcelone avec sa première place. La 5e, on le disait, de victoire de la saison d'Oscar Piastri, qui accentue un peu plus son avance en tête du championnat du monde, avec 186 points quand même. Il a 10 points d'avance sur Lando Norris, qui est second avec 176 points. Max Verstappen reste 3e avec 137 points de retard, mais est décroché maintenant avec 49 points de retard sur Piastri, après ses exploits ce week-end. George Russell est 5e devant Charles Leclerc et Hamilton. Côté français, on retrouve 2 pilotes dans le top 10. Ocon est 9e devant Isaac Hadjar, 10e. L'inverse. Oui, c'est l'inverse, autant pour moi. Mais c'est ça. Au classement constructeur, McLaren creuse encore l'écart en tête. Regardez, avec 362 points, Mercedes perd la seconde place au profit de Ferrari, avec 165 points. La Scuderia est loin quand même avec 197 points de retard. Mercedes est 3e, suivi de Red Bull, qui décroche un petit peu à la 4e position avec 144 points. Côté français, Alpine perd une place et se classe 10e malgré les 2 points marqués par Gasly ce week-end avec 7 points. On en a un peu parlé de Gasly encore une fois, mais une belle course de Gasly, notamment en qualif. Une petite réaction, messieurs? Oui. C'est le résultat déjà définitif de la saison. McLaren gagnera le... Et troisième Mercedes.
Ferrari terminera peut-être deuxième, mais pour moi, McLaren est déjà champion. Là, mais Ouais, t'imagines, ils ont plus du double de points, ce qui est hallucinant. Red Bull avec un seul pilote, ils sont, tu vois, à 144 points, c'est presque miraculeux, quoi. Et le truc assez étonnant, juste sur les pilotes, je reviens sur une étape avant, c'est Russell. Finalement, Russell qui fait il est très constant dans ce top 4 là. Finalement, il est presque pas totalement décroché par rapport au premier, mais il y a des choses assez étonnantes. J'avais de grandes ambitions pour Russell et pour Mercedes cette saison. Pour moi, c'était l'écurie qui avait le plus progressé. Et puis là, elle touche un petit peu le plafond de verre depuis 2 ou 3 Grands Prix, depuis Imola. On espère qu'elle va rebondir et qu'elle va dépasser un petit peu ses problèmes de fiabilité et se rapprocher. En performance pure, c'était celle qui était la plus proche en qualif des McLaren. Allez, on enchaîne à présent sur la folle Pour rumeur. compléter, juste Oui, juste Olivier, pour compléter quand même, je trouve que je suis assez content de la deuxième place de Ferrari qu'il ne faut pas sous-estimer malgré tout. Parce que normalement, Ferrari devrait être la 4e force du plateau. Là. Aujourd'hui, en termes de voiture, de monoplace, elle devrait être limite derrière Mercedes. Et malgré tout, grâce à 2 pilotes qui sont, malgré tout, même si effectivement Hamilton la saison n'est pas finie. Bien sûr, bien entendu, mais ça vaut pour tous les sens. Tu vois, ça peut être aussi un axe de Ferrari en termes de progression. Aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est quand même pas mal en fait qu'il soit 2e alors que la monoplace devrait jouer 4e. Quoi. Je l'avais annoncé la semaine dernière. C'est vrai. La semaine dernière, j'avais dit Ferrari sera second. Allez, Pour être second. On reste après sur le prochain Ferrari. Grand Prix. Gros plan à présent sur la folle rumeur de la semaine à Barcelone. Ferrari, la folle rumeur, Horner chez Ferrari pour remplacer Fred Vasseur. C'est une folle rumeur qui trouve son origine dans un article d'un journal allemand qui s'appelle Bild, qui est un journal plutôt populaire, qui rapporte que le président de Ferrari, John Elkann, aurait approché Horner pour lui proposer de remplacer Frédéric Vasseur à la tête de la Scuderia. Alors c'est une rumeur récurrente. Les amis, je me tourne vers nos ferraristes. On sait que par le passé, Ferrari aurait approché Horner et il aurait décliné. Et d'ailleurs, Helmut Marko l'avait reconnu, ça a coûté très cher à Red Bull. Qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur avant d'écouter la réponse officielle de Christian Horner? Bon, je serais un petit peu, comment dirais-je, pas affirmatif parce que ça vient du Bild, mais ça viendrait d'Angleterre. Je dirais, bon, c'est les Anglais qui essayent de semer la zizanie, comme d'hab, pas de La problème. source est assez étonnante, effectivement. Mais bon, voilà. Que Ferrari change malheureusement trop souvent de patron d'écurie, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui ne va pas chez Ferrari. Ça change trop souvent. Moi, j'espère que Fred va rester. Et puis, point. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Peut-être qu'Horner apporterait quelque chose de plus. Et puis, en plus, je ne vois pas Horner rentrer chez Ferrari tout court. Voilà. S'il veut départ dans une boîte, ce ne sera pas chez Ferrari. On va en parler. Interrogé sur cette rumeur lors du Grand Prix d'Espagne à Barcelone, en conférence de presse, Christian Horner a fermement démenti toute intention de quitter Red Bull. Regardez sa citation. « Bien sûr, c'est toujours flatteur d'être associé à d'autres équipes, mais mon engagement est à 100% avec Red Bull. Cela a toujours été le cas et cela restera certainement à long terme. » Et puis il a ajouté avec une petite pointe d'humour, vous allez voir. Mon italien est pire que l'anglais de Flavio Briatore qui était avec lui en Balle perdue. Ouais. Alors comment cela pourrait-il fonctionner? Ça fonctionne avec Hamilton. On pourrait dire que son italien soit fantastique. Bon, ça fonctionne, tout est relatif. Eric, Christophe, Laurent, votre avis, est-ce que vous voyez un jour... Dieu sait s'il y a eu des tentatives de déstabiliser Red Bull et de virer Horner. Et pourquoi il partirait maintenant? C'est un peu étonnant. Moi, je dis toujours à qui... Moi, c'est exactement ça que j'allais dire. En fait, j'allais laisser à Laurent la possibilité de rebondir parce que j'ai adoré ton approche, Laurent. Donc, je te laisse parler. Non, quand on en a discuté ensemble, j'avais dit à qui profite le crime. En fait, ce qui m'étonne, encore une fois, c'est que ça vienne du Bild. Tu vois, c'est là où je suis assez étonné, parce que c'est pas, tu vois, mais en dehors de ça, c'est génial pour foutre le bordel chez Ferrari, c'est génial pour foutre le bordel chez Red Bull. Ouais. En fait, tu fous la révolution partout avec une citation comme ça, quoi. Tu mets tout le monde, et voire même, avec la réaction derrière, tu mets Briatore, tu vois, lui fait une réaction, allez, on embarque Briatore, et finalement, McLaren sort un peu comme si de rien n'était, tu vois, et tu scènes la zizanie dans les 3 écuries qui sont juste derrière, à part Mercedes. L'écurie allemande, c'est plutôt Mercedes. Et l'écurie allemande, c'est plutôt Mercedes. Donc tu te dis, ça peut être ou McLaren ou Mercedes, tu vois, et pourtant, voilà quoi. Donc je suis assez, je suis parfait. Après, c'est
il faut quand même reconnaître que c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps. Et on entend depuis longtemps ce sujet. On a l'impression que chez Ferrari, on a cette espèce de sentiment, peut-être erroné, hein, mais qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, le meilleur, c'est Horner. Et que si, tu vois, ils aimeraient... Tu vois, il y a presque quelque chose. Alors qu'il y en a d'autres qui diraient que pour rien au monde, ils ont envie de bosser avec Horner, tu vois. Eh ben, si c'était le cas, il fallait prendre Adrian Newey l'année dernière. Eric, ton sentiment, Horner est, depuis le début de l'aventure Red Bull, il a tout gagné avec Red Bull. Il a résisté... Alors, notre Gate l'année dernière, qu'il a mis quand même dans une situation pour le moins délicate. Il a failli, on a annoncé son départ à plusieurs reprises et puis il est encore là. Beaucoup de teams principaux auraient pris la porte. Lui, non. Est-ce que tu le vois un jour partir de Red Bull? Comment tu vois évoluer? Quelles seraient, selon toi, ses ambitions pour l'avenir en Formule 1? Ça marche plus comme ça. Je ne le vois pas partir pour la bonne raison, c'est qu'il a déjà été courtisé par plusieurs écuries, notamment effectivement Ferrari. J'ai d'ailleurs, enfin je ne sais pas si c'est vrai, mais appris récemment que avant d'appeler Fred Vasseur, ils avaient de nouveau appelé encore Christian Horner, ouais. Donc effectivement, il est considéré comme l'un des meilleurs. Si ce n'est l'un des meilleurs, il a construit l'équipe sur les bases de Jaguar, si vous vous rappelez. Ils ont dominé pendant 4 ans, de 2010 à 2013. Même avec le moteur Renault qui n'était pas au top de sa forme, il a fallu ensuite reprendre Honda et de nouveau, ils ont de nouveau gagné. Donc, il n'y en a pas un sur la grille aujourd'hui qui peut dire j'ai gagné, j'ai perdu et je suis remis à gagner de nouveau. Donc, je pense qu'en termes d'expérience, effectivement, c'est sûrement l'un des plus courtisés. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait ces rumeurs. Je suis un peu aussi surpris, comme vous, que ça vienne de Bild, le journal allemand. Je ne vois pas qui profite le crime, là, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a toujours le soutien de l'actionnaire majoritaire, un Thaïlandais, non pas des héritiers de Red Bull, sinon il ne serait plus là. Et puis, c'est vrai que ça fait des années qu'on sent qu'il a une ambition qui est plus importante. Il veut durer en Formule 1. Et pour durer, il faut être patron, au sens où il faut avoir des parts d'une écurie, Eric. Ouais, alors ça, c'est sûrement un de ses rêves. Je sais que c'est une discussion qu'il a eue. C'est quand même lui qui a construit aujourd'hui le département moteur de Red Bull. Et donc, effectivement, je pense que, je ne sais pas je ne connais pas ce contrat évidemment, mais c'est quelque chose dont qu'il aurait aimé voir ou avoir dans le futur. C'est pour lui ce qui manque peut-être à son ambition personnelle, c'est d'être propriétaire de l'écurie comme il l'a été avant en F2. Ou comme l'est aujourd'hui Toto Wolff, son meilleur ennemi. Oui, tout à fait. Allez, messieurs. So box, 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 box. Là, ce quiz est fin. Allez les amis, place au moment que vous attendez tous, le quiz est fin. Et cette semaine, amigos de la F1, sortez les tapas, préparez la pole. Le quiz spécial Grand Prix d'Espagne est sur la grille, et non pas le grille. Vous êtes prêts? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. Une légende espagnole des paddocks. Je suis double champion du monde. Alonso. Tomber dans les pièges, mais c'est plus des pièges, c'est... Un Espagnol double champion du monde. Oui, mais non. Je n'ai jamais couru en F1. Eh oui. Eh oui. Double champion du monde. Ouais. C'est pas Carlos Sainz Senior? Eh oui, c'est Carlos Sainz Il est que Senior. 2 fois champion du monde. Il est que 2 fois champion du monde. Merde. C'est déjà pas mal. Ouais. Le papa de Carlos Sainz Jr. Hein, Bravo Lorenzo. Eh ouais. Je suis en campagne, vous savez qu'il vise à la présidence de la FIA, et on me surnomme El Matador, bien sûr, le grand Carlos Sainz Senior. On reste toujours en Espagne avec une écurie cette fois. Je suis, à ma connaissance, la seule écurie espagnole à avoir participé au championnat de F1. HRT. HRT, bonne réponse d'Éric Boulier. Espagnol. Eh oui, j'étais créé par l'ancien pilote Adrian Campos. Eh oui, bien sûr. Ouais. Mon premier pilote a été... regardez, il est en photo. Bruno Senna. Bruno Senna. Et j'ai quitté la grille après 3 saisons entre 2010 et 2012 HRT pour Hispania Racing Team. Voilà. Oh. Il n'a pas vraiment brillé par ses performances. Non plus. Et le lien avec Campos aujourd'hui de Campos Racing, c'est le même? Il a été racheté, il a vendu Campos, c'est ça à l'époque. Adrien, il est malheureusement décédé, donc il n'y a plus vraiment de lien aujourd'hui. Ok. Autant pour nous. Mais non, bon. Voilà. Allez, on reste en Espagne avec un circuit espagnol cette fois-ci.
Attendez, un circuit espagnol. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Bah, attendez. Oh. Je suis un circuit Espagnol. urbain. Madrid. Montjuïc. Pardon? Madrid. Montjuïc. Valencia. Valence, bonne réponse d'Éric Bouillet. Oh putain, j'y étais avant-hier. Mais pas, Ah bah oui. mais pas de Formule 1. Mon On tracé s'en fout, urbain c'est bon. longeait, souvenez-vous, le port Ouais. de plaisance rénové à grands frais pour la Coupe de l'Amérique. J'étais au calendrier de la F1 de 2008 à 2013. Durant 5 saisons, c'était pas le Grand Prix d'Espagne, c'était le Grand Prix d'Europe à l'époque. Et le dernier vainqueur de ce Grand Prix n'est autre que Fernando Alonso. Quelle victoire, souvenez-vous. Brillante victoire de Fernando. Et puis c'était aussi le dernier podium de Schumacher. Voilà, petite séquence nostalgie. Ils avaient dépensé une somme folle, Eric, à l'époque. Et aujourd'hui, je crois que la ville est à 2 doigts du dépôt de bilan. Le circuit est à l'abandon. Le circuit, oui, il est abandonné depuis longtemps, effectivement. Et effectivement, ils ont beaucoup dépensé à Valence et aujourd'hui, ils sont, surtout après les catastrophiques inondations d'il y a quelques mois, la gestion, en plus, a été un peu douteuse. On a compris qu'il y avait eu pas mal de corruption. Donc, effectivement, ils ne sont pas sortis grandis, on va dire. Allez, on reste en Espagne avec un pilote à nouveau. Êtes-vous prêts? Je suis l'un des pilotes de F1 en activité. Je dis bien, je suis l'un des pilotes de F1 en activité ayant connu le plus grand nombre d'écuries. Sainz. Hülkenberg. Carlos Sainz. Non, c'est Hülkenberg. Sauf que c'est un pilote espagnol. Ah, Sainz. Alors, ouais. Carlos Sainz. Ouais. Oui, oui, Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari et Williams. Il s'agit bien sûr de Carlos Sainz Junior. J'ai remporté mon premier Grand Prix en 2002 à Silverstone. Bel exploit. Mon surnom, c'est Smooth Operator et je suis aujourd'hui le coéquipier d'Alex Albon chez Williams, le fils de Carlos Sainz Senior, Carlos Sainz Junior. Vous avez vu la petite déclaration qu'il nous a fait la semaine dernière dans une émission espagnole à propos de pourquoi il ne serait pas chez Red Bull? Vous avez suivi ou pas? Non. Bah, Max. Il a dit Max. Il a dit Max, ils ont mis le veto. Voilà, maintenant, Ouais, moi, parfait. c'est clair. Allez, un circuit espagnol à nouveau. Et je veux le nom du circuit. Je suis situé dans la capitale espagnole. Madrid. Je veux le oui. nom du circuit. Circuit de Jarama. Non. Non, c'est Madrid, mais il y a un nom Eh ben spécial. oui. Tapez dans Google ou dans. Montmelo. Non. Non, c'est Non. J'ai été officialisé comme le futur hôte du Grand Prix d'Espagne à partir de 2026. Ouais, je vois très bien. Il s'appelle. Marque quelque chose. C'est lié au nom Circuit de de l'émission, Barcelone, du titre de Catalunya. l'émission. Pardon? Eric? Circuit de Barcelone, Catalunya. Non. C'est Je mêlerai marque partie quelque urbaine et chose. section permanente. Et mon nom, pour conclure, est un joli jeu de mots. Pensez au titre de l'émission. Je ne me rappelle Marfin. pas. Mad, F1. comme Madrid. Madring. Madrid, pourquoi je dis Madring. Marc, moi? Oui, Ah là là. Madrid, mais oui. À la régie, ça fait combien? Parce que là, j'ai perdu le Là, fil. on a 12 zéro, pour là, Eric. carrément. Ouais, non, Régis on a zéro. Sur celui-ci, on a zéro. Alors, ça fait 3 points pour Laurent, 12 points pour Eric. Ouais, je crois que c'est un peu Ah, gagné pour Eric. Ouais. L'Espagne, c'est bien le pays de mon cœur. Donc. Allez, on continue. Un circuit... Non, on termine avec la pilote espagnole. Fernando Alonso. Au hasard. J'ai débuté en F1 en 2001 chez Minardi. Fernando Alonso. J'ai été double champion du monde 2 années de suite. J'ai couru pour Renault, Ferrari, McLaren, Alpine et Aston Martin. J'ai même pas cru que la question serait aussi bête que ça. Ah ouais, il faut, Mais c'est n'importe quoi. Je suis obligé de baisser Bravo, le niveau. Eric, Tu as un bravo, pilote Eric. espagnol Alonso. Ma Voilà. dernière victoire à Barcelone remonte à Tu n'as pas 2013 sur osé, Ferrari. Olivier. Quand Pardon même, tu n'as pas osé la faire, celle-là. Mais si, Ah obligé de ouais. pas- dès que je peux glisser Bravo, Fernando. Eric nous a fumé, de toute façon. Ah, Je suis obligé ouais, de baisser le niveau devant une telle maîtrise de notre ami Eric Bouillet pour me Oh permettre de là revenir. là, oh là là. Mais non, mais l'Espagne, j'y ai vécu. J'ai fait beaucoup de courses en Espagne dans les catégories en dessous de la F1, donc c'est pour ça. Et on s'arrêtera là, Eric. C'est- Hein, Tout à fait. qui a beaucoup vécu. Une question subsidiaire, allez, pour l'honneur. Combien de fois le Grand Prix d'Espagne a-t-il été remporté par un pilote espagnol? 2 fois. Wow. Laurent? Je dirais. Alonso, il en a rapporté 2. Est-ce qu'il y a un autre qui a pu remporter avant? Possible. Je dirais 4, du coup, pour avoir le même chiffre qu'eux. Alors, ce chiffre est surprenamment et étonnamment bas, malgré le palmarès extraordinaire d'Alonso. C'est 2. Mais c'est 2. Ah, c'est 2. Ouais. 2006 et 2013. Ouais. 2006 chez Renault et 2013 chez Ferrari. Quelle victoire, encore une fois, chez Ferrari. Et encore une fois, bravo, une nouvelle victoire de monsieur Allez. Eric Bouillet, bravo. Merci.
Et on enchaîne avec la Minute Insta. Max a été sur le gris cette semaine dans On refait la F1, sur le banc des accusés, hein, notamment avec notre ami Christophe Degrave. Regardez, j'ai aperçu cette interview cette semaine du quadruple champion du monde sur Instagram, réalisée quelques jours après sa victoire à Abu Dhabi en 2021. Et pour la première fois, très étonnamment, Max, regardez, fend l'armure. En dan deze. Ik hou het dus niet bij droog, hè? En jij ook niet. Nee. Niet normaal. Hier heb je met je vader al die uren voor in het busje gezeten. Dan ben je in Gent begonnen. Er staat de familie Pekster, er staat Kelly er, staat alles en iedereen er. Dat is toch... Ik kan dat shot dat je vader erbij zit, dat Ja, het zijn vind ik heel een bijzondere partij. momenten die je natuurlijk nooit gaat vergeten in je leven. Goed, we drinken even een kop koffie. C'est la première fois que je le vois aussi ému, en tout cas, Eric. Ça montre la personnalité assez, du moins en façade, assez complexe de Fernando, de Max Verstappen. Tu es le premier à nous le dire à longueur de temps, à longueur d'émission, que c'est une personne d'une extrême gentillesse, du moins dans le privé. Tout à fait, je confirme. C'est quelqu'un d'extrêmement bien que je respecte beaucoup, que j'ai la chance de connaître depuis très longtemps. Et je connais beaucoup de pilotes évidemment, mais lui aujourd'hui il est quadruple champion du monde et c'est toujours le même que celui que j'ai rencontré il y a 10 ans ou même plus. Il n'a pas changé. Et cet extrait, Et je le vois toujours régulièrement. Ouais. Et c'est la même personne, toujours aussi humble, toujours aussi gentil. Maintenant c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Maintenant, oui, quand il a passé tellement de temps dans un baquet, comme on dit, que quand il a un casque sur la tête, ça devient un redoutable compétiteur. Et c'est pas du tout le même personnage qu'on voit en privé. Voilà. et on le voit comment tout au long de ces années, dans ces années d'enfance, cette enfance certainement qui a été un petit peu volée, qui explique les larmes et ses relations compliquées avec son père, tous ces sacrifices qu'il a pu faire. On en arrive aujourd'hui à ce qui s'est passé ce week-end à Monaco. Moi, ça me semblait intéressant de passer cet extrait. Oui. Ce week-end en Espagne. J'ai dit à Monaco. Oui, mais tu sais, je fatigue. Hein. Je suis plus si jeune que ça. Allez, côté plus sombre de Max, regardez, plus drôle. Hein. Pas content Max, à la fin de la course, une enquête est ouverte, regardez. Homicide volontaire. Ouais. Et voilà, c'est difficile de faire le prochain Grand Prix au Canada. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup, vu la tête qu'il fait, de gens encore vivants. Une image plus sympa, plus légère, publiée sur Insta, celle de Pierre Gasly et Isaac Hadjar, les deux Français devant la finale de la Champions League remportée par le PSG. Il n'y avait pas que la F1 dans la vie. Et regardez, ils étaient très contents, le Normand et le Parisien Isaac Hadjar, de cette belle victoire des Parisiens à Munich. Et ils ont célébré ça. Il n'y a pas que la F1, encore une fois. Dans la vie et dernière séquence, vous connaissez la formule, notamment si vous aimez la tech comme nous. Hein, regardez également, on refait le Mac, l'autre émission que l'on produit. Il y a souvent une formule qui dit presse et nickel, tout continue à la sauce F1. Regardez ce que ça peut donner, et c'est pas piquer des verres. Alors ça marche pour tout le monde, sauf pour Stroll, qui était forfait ce week-end, mais presse et nickel, mais les quais, c'est pas la clé. Hein, bon, bref, c'est rigolo. Allez, place à vos pronos. J'ai fait un flop cette semaine. Les pronos avec notre partenaire Winamax. Découvrez la double offre bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs deux bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et enfin, le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple. Vous déposez 100 € en saisissant le code ORLF1 pour profiter des 10 € supplémentaires. Et vous placez votre premier pari, tout simplement. Et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite des 100 €. Vous pouvez vous inscrire très simplement sur Winamax et renseigner le code ORLF1 au moment de vos premiers dépôts via le lien. C'est en dessous, dans la description de la vidéo. Et attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui ne permet pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax qui sponsorise ce contenu.
Avant de parler de votre pronostic pour le Grand Prix du Canada, retour en vidéo sur vos pronos de la semaine dernière pour le Grand Prix de Barcelone. Alors moi je pense que Piastri va redevenir le poleman devant Norris et devant Russell. Je mettrai Piastri. Je ne veux plus de Ferrari, c'est clair. Ça va mieux. Piastri, Max et Alex. Alex Albon. Albon. Piastri, Max, Norris. Je vais mettre Norris, Piastri, Verstappen. Max, Lando, Leclerc. C'est un choix de cœur. Hein. Oui. Et moi, audacieux. je garde Norris en première place, j'y suis arrivé. Second, Russell et troisième, Piastri. Bon, Justine n'est pas là, mais elle n'était pas loin. Il y a également encore un bon prono, mon cher Eric. J'aime bien la présentation, franchement c'est hilarant. Ben oui. Regardez s'il vous plaît. On va les regarder. On remercie Gatien pour ça. Allez, retour à vos pronos cette fois-ci pour cette semaine. On ne va pas vous demander le classement des 3 premiers pilotes, puisqu'on a encore une émission la semaine prochaine, mais on va demander qui sera en pôle au Canada la semaine prochaine. On commence par Camille. Allez, je prends un outsider, George Russell, qui a brillé déjà l'année dernière. Ouais. Laurent. Max Verstappen. Max Verstappen qui va prendre sa revanche. Christophe. Alors, je pense que Lando va arriver premier, deuxième. Non, je veux la pole. Lando. La pole, Lando. La semaine prochaine pour le classement. Et toi, Eric? Oscar. Moi, je mets un petit point sur Norris. Voilà, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Merci donc Camille, merci Laurent. Merci Christophe, merci Eric d'avoir participé à cette émission. On se retrouve lundi prochain pour un débrief un peu particulier, puisqu'on va essayer de revenir sur Isaac Hadjar, sur l'écurie Cadillac qui a fait quelques annonces, également sur le cas Lance Stroll. Soyez au rendez-vous. Et puis j'oublie pas, chaque semaine je l'oublie, ce livre, Grand Prix de Will Buxton, qui est, vous savez, le commentateur pendant longtemps de la F1, notamment sur Netflix pour Drive to Survive, qui a sorti cette petite encyclopédie bien sympathique, bien illustré. C'est aux éditions City Edition et ça coûte 25 €. Grand Prix de Will Buxton. Si vous aimez la F1, vous allez être servi. Et puis ça va être mis à jour chaque année, il va se faire plein de sous. Allez, je vous rappelle que désormais, On refait la F1, c'est tous les lundis. Donc soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner, c'est important, à notre chaîne YouTube On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas le petit pouce. Allez, à la semaine prochaine. Salut!